Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc merci pour l'introduction. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui se demandent pourquoi je suis là, je suis entre autres l'auteur d'une librairie qui s'appelle Faker et j'ai un badge 12 ans de symphonie. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, donc je suis assez fier. Et je suis le fondateur de Marmelab, qui est un atelier d'innovation digitale qui développe des applis web, des applis mobiles pour les grands comptes. Et Marmelab a des bureaux à Dijon, Caen, Paris et Nancy. Et j'ai le plaisir de vous parler aujourd'hui de GraphQL. Alors, qu'est-ce que c'est que ce GraphQL? À quoi ça sert? Est-ce que ça va changer votre vie? Pour tenter de répondre à ces questions, je vous propose de faire appel à Marcel Proust. Enfin, on va faire appel à sa mémoire, parce que sinon, il risque de ne pas répondre. Ce bon vieux Marcel, il était capable de prendre un nom, par exemple un nom de pays, et en laissant divaguer son imagination, il pouvait créer des paysages enchanteurs, des personnages fouillés, des histoires improbables. Et peut-être qu'on peut faire la même chose avec GraphQL et comprendre sa nature juste à partir de ces syllabes. On va essayer, regardez. Super, mais il y a quelque chose qui a changé. Donc normalement, il y a marqué GraphQL. GraphQL, ça s'écrit en phonétique GraphQL, comme vous le voyez ici, et pas arrobase, c'est pas très grave. Et on y retrouve les syllabes gras, comme dans les doigts gras. Fke, comme dans Kafka. Et QL, qui figure dans un seul mot de la langue française, et QL. Gras, Kafka et QL, bon, c'est pas vraiment un paysage enchanteur, je vous l'accorde, ça ne nous dit pas grand-chose sur ce que c'est non plus. Ceci dit, c'est un sacré bon moyen mnémotechnique pour retrouver le mot GraphQL si jamais vous avez un trou de mémoire. Je vais quand même devoir essayer une autre méthode que l'approche proustienne, j'en ai peur, et ça risque de prendre un peu de temps. Pas autant que la lecture de la recherche du temps perdu, je vous rassure, mais quand même bien une trentaine de minutes. Et pour bien comprendre ce que GraphQL fait, intéressons-nous d'abord au problème qu'il est supposé résoudre. Et ce problème s'appelle REST. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a déjà développé une API REST ou un client qui fait appel à une API REST? Si vous pouvez lever la main. Je vois que vous êtes nombreux à être des fidèles de REST. Mais si je vous demande de me dire que REST vous comble de bonheur, est-ce que vous seriez capable, les yeux dans les yeux, de me répondre oui? Je ne suis pas tout à fait certain qu'il y aurait autant de mains qui se lèveraient. À mon avis, vous êtes déjà nombreux à avoir reconnu ses faiblesses. Et peut-être que, comme beaucoup, vous vous avouez souvent à vous-même que vous doutez. Parce que REST pose plein de problèmes, à commencer par le problème de la performance. Dans les API REST, vous le savez, les routes sont découpées par ressources. Par exemple, si je veux développer une application mobile semblable à Twitter avec une API REST, il va me falloir une route pour le profil de l'utilisateur, une pour les tweets, une pour les auteurs de tweets, une pour les stats de comptage de retweets, une pour les notifications, probablement une autre encore pour signaler que les tweets affichés ont été lus. Et donc, pour afficher cette page, mon application mobile, elle doit effectuer les 6 appels REST que vous voyez ici. Au passage, d'ailleurs, les appels 3 et 4 dépendent de la réponse à l'appel numéro 2. Donc, même si nos smartphones savent paralléliser les requêtes HTTP, dans ce cas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on a 6 appels qui, sur mobile, ont une latence décuplée par rapport à un réseau fixe et qui sont donc lents. Et ça fait que l'utilisateur, au lieu de voir une liste de tweets, il voit plutôt ça. En fait, sur mobile, les applications, elles ont droit qu'à un seul appel HTTP. Sinon, elles dépassent la limite d'attention des utilisateurs que les spécialistes de l'ergonomie placent à 1 seconde au maximum. Donc REST, à cause de son découpage par ressources, il nous oblige à démultiplier les appels et il ralentit les applications mobiles. Alors, il existe des moyens de récupérer des ressources liées dans une réponse REST, par exemple en mettant un paramètre qui peut s'appeler include selon les formats, mais ce n'est pas la norme. Et c'est bien le problème, parce qu'en fait, il n'y a pas de norme. REST, ce n'est pas un standard, c'est un style d'architecture. La conséquence, c'est qu'en fait, il y a une palanquée de standards. Et c'est à la fois une duplication d'efforts pour les développeurs open source et une grande confusion pour les développeurs au moment de choisir une librairie client ou serveur. Je vais boire un coup parce que j'ai la gorge sèche. Et un autre problème qui est lié à ce manque de standards, c'est le manque de schéma. Le schéma, c'est le contrat d'interface entre le serveur et le client. C'est le menu, si vous préférez. Imaginez un restaurant dans lequel il n'y ait pas de menu.
Bonjour, bienvenue chez Michigan. Ici, notre cuistot décline les patates à la viande en 43 plats. Alors bien sûr, vous retrouverez l'onglet frites, le tartare gratin dauphinois, le pavé de rumsteak pomme vapeur, l'inévitable tourne d'eau purée, le hamburger avec ses adorables potatoes, l'entrecôte pomme dauphine et la spécialité de la maison, le hachis parmentier. C'était quoi le premier plat? Évidemment, si vous n'avez pas de menu, c'est plus compliqué. C'est bien plus facile avec un menu qui décrit précisément ce qu'on peut demander et à quoi ça ressemble. Surtout dans un restaurant qui sert beaucoup de plats, même si la plupart de ces plats, en l'occurrence, traînent dans une baignoire depuis plusieurs semaines. Pour une API, un menu, ce n'est pas une documentation PDF qui est jamais à jour, ce n'est pas non plus une page Swagger qui est destinée à être lue par un humain. Pour moi, un menu ou un schéma, c'est plus une liste de routes qui est lisible par une machine et qui permettrait, par exemple, de gérer des clients automatiquement. Et vous me parlerez peut-être de JSON schéma, de Ramel, de Hydra, mais en fait, il y a autant de formats de schémas d'API REST que d'étoiles dans l'univers. Donc, on a même le même problème qu'évoqué précédemment avec le format des réponses. Si vous avez déjà fait une API REST, vous avez aussi probablement déjà été confronté au problème du versionning. Vous savez, une API qui publie une mise à jour incompatible avec les versions précédentes. Levez la main si ça vous est déjà arrivé. Alors, ceux qui lèvent pas la main, pour avoir un problème de versionning, il faut avoir une vraie API en fait. Une API qui vive plus de quelques mois, qui soit utilisée par de vrais utilisateurs, qui remonte des bugs. Si vous n'avez jamais eu le problème, c'est peut-être parce que vous travaillez pour une start-up qui mine du Bitcoin pendant que vous assistez à des conférences. Bref, dans la vraie vie, les API, elles changent. Et le versionning d'API, c'est super galère, d'autant qu'avec l'agilité, on publie des mises à jour toutes les 2 semaines et donc potentiellement on multiplie les nouvelles versions. Et en général, les développeurs front, après avoir dû retoucher leur app une dizaine de fois, ils tournent Kazakh. Ils menacent de tout casser si l'API elle sort encore une nouvelle version. En fait, il y a une solution plus simple qui existe, une solution plus simple que le versionning, qui s'appelle l'évolution. L'évolution, le principe, c'est qu'on ne supprime jamais de route, on ne supprime jamais de champ dans une API évolutive, on ne fait qu'en rajouter. Donc une API évolutive, par définition, elle ne casse jamais la compatibilité. Alors c'est efficace, oui, mais ça veut aussi dire qu'une API évolutive, elle grossit indéfiniment, et au bout d'un moment, les réponses elles deviennent tellement fat que ça nuit à la performance. L'API devient indigeste. Je vous montre par exemple l'API Twitter, la vraie API REST de Twitter aujourd'hui. Une requête pour un tweet, elle renvoie 30 champs, même si vous n'en avez besoin que de 3. Sur mobile, vous pouvez imaginer, ça prend des plombes, ça consomme au passage tout votre forfait Virgin Mobile. C'est que REST n'a pas la notion de champ, il permet de requêter que des ressources en entier. Et un dernier problème, même si la coupe est déjà pleine, REST, c'est bien pour faire du CRUD, vous savez, le fameux Create, Retrieve, Update, Delete, des opérations simples sur une ressource. C'est que REST se base principalement sur les verbes, les 4 verbes HTTP, POST, GET, PUT et DELETE. Or, nos applications, elles ont besoin d'en faire plus. Elles ont besoin de s'abonner à un flux temps réel, elles ont besoin de poser une option sur un vol, de recadrer une image, de débiter votre compte en banque. Et pour faire ça en REST, le formalisme CRUD, il oblige à faire des acrobaties plutôt désagréables et pas du tout naturelles. Donc en un mot, REST, ça amène plein de problèmes. C'était bien comme tout ce qui existait d'autre à l'époque, c'était SOAP, mais dans le contexte d'aujourd'hui, les inconvénients dépassent de loin les avantages. Alors REST, ce n'est pas la seule solution pour les échanges de données entre machines. Il y a d'autres approches qui existent, qui n'ont pas les mêmes inconvénients que REST, mais on va voir si elles sont satisfaisantes pour autant. D'abord, on peut tout à fait étendre REST, sans en changer les fondamentaux. Sur certains services, on peut par exemple utiliser des directives comme include ou fills que je vous ai mis dans cet exemple. Ça permet de pallier au manque de précision du requêtage par ressource. On peut rajouter une doc Swagger, on peut restreindre l'usage à HTTP2 pour multiplier les requêtes, on peut rajouter une route spéciale pour grouper les appels, et puis finalement, pour gérer tout ça, utiliser un gros framework comme API Platform par exemple, et ça permet de faire les choses simplement. Tout ça, à mon avis, c'est un peu s'obstiner à dire qu'on peut manger de la soupe avec une fourchette. Oui, c'est possible, mais c'est pas pratique, et on s'en met partout. Et rajouter des accessoires ne fait que rendre le problème plus évident. Ma conviction à moi, c'est que REST, c'est une impasse. L'architecture REST, elle est plus adaptée au scénario d'usage moderne, et on arrive à un point où, à force de rajouter des tas de trucs sur REST, ça craque de partout. Une autre solution,
consiste à préciser les données qu'on demande de façon précise via un langage de requêtage sophistiqué. Et le meilleur en la matière, aujourd'hui, c'est SQL, universel, déclaratif, facile à parser. Ce n'est pas une si mauvaise idée que ça, d'ailleurs c'est ce que fait Microsoft en C#. Mais SQL, ça reste un langage très connoté relationnel, qui ne colle pas bien avec les stockages documentaires, les bases de graphes, les bases clés-valeurs qu'on utilise aujourd'hui. Et puis SQL, ça reste create, select, update, delete et pas grand-chose d'autre, donc trop limité, sans compter les risques de sécurité si on accepte n'importe quelle requête et qu'on l'exécute directement. Google a proposé une autre solution en 2008, ça s'appelle les protocol buffers. Alors ce serait un super nom pour un groupe de rock, mais en fait c'est juste un mécanisme de sérialisation de la donnée. Et puis ça n'adresse pas les besoins de requêtage ou d'agrégation complexe. Ceci dit, les protocoles buffers, ils reposent sur du Remote Procedure Call ou du RPC, et ça c'est très puissant. Notez au passage que le RPC, c'était aussi la proposition de SOAP, qui avait des qualités malgré tout. Et une dernière solution, plus proche de la bonne à mon avis, c'est Falcor. Falcor, pour les plus anciens d'entre vous, c'est le nom du dragon qui parle dans l'Histoire sans fin. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se rappellent quelque chose. Pour les plus jeunes, c'est une librairie open sourcée par Netflix en 2015 qui comporte une partie client et une partie serveur. Avec Falcor, le client peut récupérer des structures de données complexes de façon assez simple, mais il manque malgré tout un typage fort et un langage de requêtage sophistiqué. Mais du coup, on imagine assez bien ce que pourrait être la solution idéale, l'alternative qui nous ferait abandonner REST sans scrupule. Si une solution proposait tout ça, eh ben, elle rendrait la vie des développeurs plus facile, et plus spécialement la vie des développeurs front-end, qui sont ceux qui souffrent le plus de REST aujourd'hui. Alors ce Saint Graal, il y a des générations qui sont épuisées à le chercher. Nombreux ont disparu, et pourtant, il était là, à portée de main. Cette solution, vous l'avez compris, c'est GraphQL. Le QL dans le nom Graph ne fait pas du tout penser à ce qu'on donne aux chiens pour boire, mais c'est l'acronyme de Query Language ou langage de requête. Quant au mot graph, le problème c'est qu'il apporte plus de confusion qu'autre chose parce que vous n'avez pas besoin d'une base de graph pour faire du GraphQL. Vous pouvez tout à fait utiliser GraphQL avec une base de données relationnelle, une API REST, une source, une base de données de graph aussi. Mais en fait, ça apporte plus de confusion qu'autre chose. GraphQL, ça a été inventé et open sourcé par Facebook, les mêmes ingénieurs qui ont inventé React. Mais plutôt que de vous lire l'aspect de GraphQL, je vais vous montrer à quoi il ressemble en pratique. Voilà comment on peut requêter un tweet depuis une API REST à gauche et depuis une API GraphQL à droite. C'est un exemple simple, mais il va vous montrer déjà 50% de ce que vous devez savoir sur GraphQL. En REST, on a une route par ressource, donc /tweets ici, alors qu'en GraphQL, le serveur il expose qu'une seule route pour toute l'API. C'est la route / dans cet exemple. Et la ressource demandée, elle est précisée dans le body de la requête. En REST, on requête une ressource complète. En GraphQL, on est obligé de lister les champs qu'on souhaite. Ici, ID, body et date. GraphQL utilise un langage de requêtage nouveau avec des accolades. Ça ressemble de loin à du JSON. Ce langage s'appelle GraphQL. Et on va évidemment en reparler. En REST, les paramètres ils sont passés dans l'URL, ici l'identifiant 1, 2, 3 du tweet demandé, alors qu'en GraphQL, les paramètres ils apparaissent entre parenthèses dans le corps de la requête. En REST, comme en GraphQL, la réponse, c'est un objet JSON, mais en GraphQL, le format il est normalisé et la donnée se retrouve toujours sous la clé data. Et REST utilise la grammaire du HTTP, et donc le verbe get pour lire une ressource. GraphQL s'en fiche comme de l'an 40 et il fait une requête de lecture avec le verbe post. Alors oui, vous avez bien entendu, GraphQL il se permet d'utiliser post pour lire une ressource. Normalement, après 10 ans de conditionnement et de bourrage de crâne par REST, vous devriez crier au sacrilège. Je vous demande de garder l'esprit un petit peu ouvert. La révélation passe par l'abolition des vieilles croyances. En fait, j'ai utilisé post dans mon exemple, mais j'aurais aussi bien pu utiliser get. GraphQL ne se formalise pas de la façon dont vous l'interrogez. Ce qui l'intéresse, c'est le contenu de votre requête. Et ce contenu, il peut comporter des agrégats. Ici, en une seule requête GraphQL, je requête à la fois des tweets, un user et un nombre de notifications. Notez que pour chaque ressource, je dois bien préciser le ou les champs que je veux dans la réponse. Notez aussi que j'ai ajouté des retours chariots et des tabulations, mais que GraphQL s'en fiche.
Mais l'avantage de l'écrire comme ça, c'est que la requête, elle décrit clairement une structure de données. En fait, GraphQL, c'est un langage déclaratif. Ça veut dire que la requête, elle décrit ce que l'on veut recevoir, pas comment on veut que la requête soit exécutée. Et le résultat, c'est que la structure de la réponse est exactement la même que la structure de la requête que vous voyez ici. Voilà la réponse à la requête GraphQL précédente. C'est un agrégat de données. Et avec ça, on a presque tout ce qu'il faut pour afficher la page d'accueil de l'appli Twitter que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, la seule chose qui nous manque, c'est les auteurs et les stats de tweets. Et en reste, j'étais obligé d'attendre la réponse au premier appel sur les tweets pour demander ensuite la liste des infos liées à ces tweets. En GraphQL, c'est plus direct. Regardez, je peux préciser à GraphQL de récupérer des sous-ressources. Ici, l'auteur des tweets et leurs stats. Alors souvent, en voyant ça, les gens se demandent mais comment il fait le serveur GraphQL pour traiter une requête comme ça? Laissez cette question dans un coin de votre tête. Si ça vous tracasse, dites-vous que c'est de la magie, qu'on ne peut pas tout expliquer dans ce monde. On va en reparler, ne vous inquiétez pas. Regardez simplement la structure de la requête. On demande toutes les données dont on a besoin sous la forme d'un arbre de données. À nouveau, en lisant cette requête, vous devriez deviner la forme qu'aura la réponse. La voilà. Et cette fois, on a tout, les tweets, leurs auteurs, leurs stats, l'utilisateur connecté et le nombre de notifications. Et avec ça, j'ai récupéré en un seul appel de quoi afficher cette page en entier, ce pourquoi il fallait 5 requêtes en reste. Alors oui, il reste la requête en écriture sur le nombre de vues. Aujourd'hui, GraphQL ne permet pas encore d'agréger des requêtes en lecture et en écriture. Mais les 5 requêtes agrégées, elles permettent déjà l'affichage de la page. Alors, si vous devez requêter une API GraphQL, comment savoir quelle requête vous pouvez appeler? Comment j'ai fait moi pour savoir que le serveur il acceptait une requête qui s'appelait getTweet avec un champ author et un sous-champ fullName? Une première explication, c'est que je sois capable de lire la matrice. C'est peu probable, mais ça reste plausible. Il y a une autre explication, il suffit que le serveur GraphQL fournisse une documentation, une carte de l'API. Cette carte GraphQL l'appelle le schéma, et c'est l'inventaire exhaustif de tout ce que le serveur peut faire, un peu comme ce que fait Swagger pour REST. Voilà à quoi ressemble le schéma de mon API. Il liste les points d'entrée, c'est les requêtes qu'un client peut amener, et dans le schéma, ce sont les champs du type query, qui est un peu comme le main dans un programme en C. Et vous les avez déjà vus, ces points d'entrée, getTweet, getTweets, getUser, getNotificationMeta. Ces requêtes, elles peuvent prendre des paramètres, elles renvoient des données d'un certain type, et le schéma détaille les champs de chacun de ces types, comme tweet, qui contient des champs ID, body, etc. Ces champs eux-mêmes ont un type. Parfois, c'est un type natif à GraphQL, comme ID ou string. Parfois, c'est un type que j'ai défini moi-même, comme user. Et là, je vois que le champ author du type tweet est de type user, et c'est grâce à ça que je sais que je peux demander le username de l'auteur. Et je passe vite sur le reste du schéma qui contient d'autres types objets et deux scalaires, c'est-à-dire des types qui n'ont pas de structure interne. Ce schéma, il est important parce que c'est le contrat d'interface entre le serveur et le client, entre le front et le back. Il a l'avantage d'être facile à lire à la fois par un humain et par une machine. Et en pratique, en GraphQL, on commence par écrire le schéma. Et tout découle de là. Ce schéma, c'est un peu la promesse de l'autodiscovery des API qui était faite par EthOAS, si ça vous dit quelque chose. C'était une secte dissidente de REST qui, heureusement, n'a pas percé. Et c'est tout ce qu'il faut savoir pour requêter des données avec GraphQL. Et ce langage vous permet de faire des requêtes de n'importe quel niveau de complexité. Par exemple, rien ne vous empêche de demander pour chaque tweet son auteur, pour chaque auteur ses 10 derniers tweets avec leur stat de vue. Si vous arrivez à faire ça avec REST, vous êtes très fort. Et vous avez aussi peut-être trop de temps à perdre, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, en résumé, GraphQL, c'est un langage de requêtage déclaratif et fortement typé qui marche sur le mode du remote procedure call. Et oui, parce que les queries qui sont définies dans mon schéma, c'est un peu comme les procédures du serveur qui sont exposées au client. Et j'ai omis plein de détails du langage GraphQL qui supporte des variables, des fragments, des alias, du pub/sub, des conditions, etc. Je vous donnerai en fin de conférence des pointeurs pour vous y retrouver. Donc GraphQL a tous les attributs qu'on demandait au Saint Graal. Pour moi, ça a été une révélation. J'ai conscience que ça peut rester abstrait pour certains d'entre vous, et pour rendre ça plus tangible, je vous propose de disséquer un serveur GraphQL. Est-ce que GraphQL est fait de code ou d'essence divine? En fait, ce n'est pas sorcier. C'est juste malin. Et c'est là, à mon sens, un des points forts de GraphQL, c'est que la résolution des requêtes par le serveur, c'est une opération très simple.
quel que soit le niveau de complexité de la requête. Voyons ça en pratique sur le schéma de l'API Twitter. Souvenez-vous, on a une requête qui s'appelle getTweet et qui prend en paramètre un ID et qui renvoie un enregistrement de type tweet. Et ce type tweet, qui est détaillé en dessous, il comporte 3 champs. Et on a une autre requête qui s'appelle getTweets, qui, elle, prend en paramètre une limite et qui renvoie un tableau d'enregistrement de type tweet. Maintenant, à chaque champ dans un type, je vais associer une fonction, dite fonction de résolveur. Voilà à quoi ressemblent les résolveurs en JavaScript. Sachez qu'on peut écrire des résolveurs dans n'importe quel langage, y compris en PHP. Donc je vous rappelle, un champ, un résolveur. Les résolveurs, c'est un peu comme des opératrices téléphoniques, qui, pour chaque composant de la requête, elles vont rechercher la donnée correspondante et établir une connexion entre les deux. Sauf que ça va un tout petit peu plus vite qu'une opératrice téléphonique. En pratique, un résolveur, ça s'exécute en quelques millisecondes. Alors pour simplifier, disons que les tweets et les users, ils sont stockés en mémoire dans des variables qui s'appellent tweet et user. Et les résolveurs que vous voyez, c'est des fonctions pures qui acceptent 2 paramètres, le résultat de l'étape précédente et les paramètres passés au champ. Alors, j'ai dit l'étape précédente, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'étape? C'est qu'en fait, le moteur GraphQL parcourt une requête pas à pas, mais on va voir ça sur un exemple. Voilà une requête GraphQL qui demande le tweet d'ID 1 avec le nom complet de son auteur. On va parcourir la requête comme le fait le moteur GraphQL. D'abord, la requête appelle la procédure getTweet. Pour mémoire, voici son résolveur. Le résolveur, il est appelé avec rien en premier argument parce que c'est la première étape, et un objet littéral en second argument qui contient les paramètres de la requête, ici id égale 1. Logiquement, la fonction retourne le tweet qui a pour id 1. Bon, jusqu'ici, tout va bien. Et le résultat de cette première étape, c'est donc un objet littéral qui représente le tweet. Pour chaque champ demandé, le moteur GraphQL va démarrer une nouvelle résolution. Et selon le schéma, le type du premier résultat, c'est tweet. Donc le moteur va utiliser les résolveurs du type tweet pour résoudre les champs demandés. Ici, ID, body et author. Le moteur GraphQL, il appelle ces résolveurs en parallèle en passant en argument le précédent résultat, donc le tweet trouvé à l'étape 1. Et le résultat, vous en doutez, ressemble pour le moment à ça. Author n'a pas été fourni, donc le moteur GraphQL va démarrer une nouvelle étape. Dans le schéma, le champ du type author, c'est user. Pour résoudre le champ full name, il va donc faire appel au résolveur qui correspond dans le champ user, dans le type user, en passant par mettre le résultat du résolveur précédent, en l'occurrence l'objet user. Il ne reste plus qu'à concaténer le nom et le prénom pour obtenir le résultat final, et voilà, c'est fini. Le moteur a résolu toute la requête, il renvoie le résultat qui a bien la même forme que la requête. Donc vous voyez comment cette notion d'exécution successive des résolveurs, en passant à chaque fois le résultat du résolveur parent en paramètres, ça permet de recomposer des résultats simplement. Et, encore une fois, ça marche pour des requêtes de n'importe quel niveau de complexité. Et c'est de là que vient le mot graphe dans GraphQL, parce que le moteur d'exécution parcourt les requêtes comme un graphe, de proche en proche. Et moi, quand j'ai compris ça, c'était comme une révélation. Alors, vu la tête de certains d'entre vous, je ne suis pas certain que ce soit le cas pour tout le monde. Mais peut-être que vous n'êtes pas prêt pour la révélation. Je sais que ça peut prendre du temps, alors j'insiste pas sur ces questions qui sont bassement techniques. Retenez que un serveur GraphQL, c'est simple à implémenter, c'est performant, c'est facile à tester, que ça permet d'agréger des données qui viennent de sources différentes, bases de données, API externes, etc. C'est que GraphQL est aussi ce qu'on appelle un API Gateway, qui est une espèce de serveur proxy qui se met entre les clients et les serveurs de base de données. GraphQL, il distribue les demandes et puis il agrège les réponses, et c'est comme ça qu'il permet d'économiser les appels HTTP. Au passage, un API Gateway, c'est totalement indispensable si vous utilisez des architectures serverless ou microservices côté back. Vous pouvez développer un serveur GraphQL dans n'importe quel langage. Il existe des librairies open source pour JavaScript, PHP, Ruby, Go, Java, C#. À chaque fois, vous n'avez qu'à fournir 2 éléments, un schéma et des résolveurs qui connectent le schéma aux bases de données. À noter que ces librairies, qui sont toutes open source, sont principalement éditées par 2 sociétés, Facebook, qui édite la librairie GraphQL, et Meteor, qui édite la librairie Apollo. Et si vous vous lancez dans le développement de services en GraphQL, vous rencontrerez forcément le nom de ces 2-là. Leurs librairies sont parfois concurrentes, souvent complémentaires et toujours de très bonne qualité. Si vous voulez jouer avec un serveur GraphQL sans avoir à écrire une ligne de code, il y a aussi des back-ends as a service comme GraphCool, qui sont gratuits en dessous de quelques milliers de requêtes par mois et, je crois, open source depuis cette nuit. Je vous recommande chaudement GraphCool pour bien débuter.
Et quand on a un serveur GraphQL, on peut commencer à le requêter. Ce que vous voyez là, c'est GraphiQL. C'est une interface web d'interrogation d'un service GraphQL. Et à mon sens, GraphiQL, c'est à PHP-MyAdmin ce que le smartphone est au télégramme, au télégraphe, si vous voulez. Le service, il est auto-documenté grâce au schéma, et sans rien faire de spécial, je dispose d'une documentation d'API précise et interactive. Mais ce n'est pas tout, parce que grâce au schéma, GraphiQL, il est capable de suggérer les méthodes et les champs lors de l'écriture d'une requête, avec de l'autocomplétion. GraphiQL, à mon avis, c'est vraiment un outil de développement tout simplement génial et absolument indispensable. Faire du GraphQL sans GraphiQL, c'est un peu comme faire du vélo sans selle, si vous voulez. L'expérience est incomplète et peut même aller jusqu'à l'inconfortable. C'est bien beau d'utiliser une interface d'admin, mais comment on s'en sert dans une application web mobile? Eh bien, c'est pas plus compliqué que de faire une requête Ajax. Je vous ai mis ici un exemple avec Fetch, qui passe la requête dans le body et qui récupère la réponse comme pour une API REST. Et si vous utilisez React, je vous conseille la librairie React Apollo. Elle permet de décorer un composant React avec une requête GraphQL. Au render, le composant va interroger le serveur GraphQL. Une fois la réponse obtenue, le composant se rend à nouveau, cette fois avec les données récupérées du serveur. React Apollo, il gère le loading, le cache, l'optimistic rendering, le multiplexage des requêtes et tout un tas d'autres trucs très sophistiqués que personne ne veut faire à la main. Indispensable. L'exemple que je viens de vous montrer, il utilise React, Apollo, JavaScript, mais vous en trouverez, quelle que soit votre librairie client, en AngularJS, en Kotlin, en Dart, et même en Fart que je viens d'inventer, mais je trouve le nom sonne pas mal. À nouveau, ces librairies sont principalement issues de Facebook, qui édite 2 clients en JavaScript, GraphQL et Relay, GraphQL.js et Relay, et Meteor, qui édite les clients Apollo pour React, Angular, Vue, iOS, Android, etc. Tout ça pour dire que si votre excuse pour ne pas vous jeter à l'eau avec GraphQL, c'est que personne n'en a fait avant vous, faudra trouver autre chose. Après, on ne va pas se mentir, il y a pas mal de bonnes pratiques à connaître pour bien développer en GraphQL. Côté serveur, il faut savoir minimiser les requêtes en base, bien organiser son code, le tester, gérer les permissions, la sécurité. Côté client aussi, j'ai fait qu'effleurer le sujet. En vérité, je pourrais tenir au moins 2 heures rien qu'en parlant d'asynchronisme, de gestion d'erreurs, de server-side rendering, d'usage offline. Donc vous ne deviendrez pas expert GraphQL juste en regardant cette conférence, mais je vous donnerai à la fin les références à retenir pour y arriver. Et pour conclure sur cette partie implémentation, sachez que GraphQL, ce n'est pas qu'une spécification, ce n'est pas qu'une belle idée, mais c'est déjà un ensemble d'outils déjà utilisés par des centaines de développeurs sur des applications déjà en production. Je peux vous citer en vrac Facebook Messenger, GitHub, Yelp, le Financial Times, 20 minutes. D'ailleurs, il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont un service GraphQL déjà en production. Oui, alors repérez ces gens-là, vous pourrez aller leur demander à la pause si je vous ai raconté des bêtises ou pas. Et ça m'amène à l'avant-dernière partie de cette présentation. Une fois mis en pratique, est-ce que GraphQL fait du bien ou est-ce qu'il fait du mal? Si vous écoutez les développeurs qui ont essayé GraphQL, ils vous diront qu'ils adorent. En fait, une fois qu'ils y ont goûté, ils ne veulent plus refaire du reste. Et ça, qu'ils soient développeurs front ou back. Parce qu'avec GraphQL, les développeurs, ils rendent les applications plus performantes et ils font des choses quasi impossibles avec REST, comme de l'optimistic rendering, de l'agrégation de requêtes. Ils apprennent GraphQL en moyenne en une petite journée, sans grande difficulté. Et même les hipsters s'y mettent, c'est dire qu'il est temps de vous y intéresser, quoi. GraphQL, c'est aussi une meilleure collaboration entre les équipes front et back. Les devs front, ils n'ont pas besoin de demander une mise à jour de l'API quand ils ont besoin d'un nouveau champ. Les devs back, ils n'ont pas besoin de prévenir qu'ils déploient une nouvelle version. Il n'y a jamais de rupture de compatibilité dans l'API. Les nouveaux arrivants, ils sont à pied d'œuvre en quelques heures parce que c'est standardisé. En un mot, GraphQL, ça nous rapproche les uns des autres. Et en plus, les outils de développement, ils permettent de bouchonner un serveur qui n'est pas prêt, donc chacun avance à son rythme. Et cet amour immodéré des développeurs front et back pour GraphQL fait que GraphQL, c'est un aspirateur à talent. Faire du GraphQL dans une société, ça a le même effet que recruter cette jeune développeuse, si vous voulez. Tout le monde se bat pour venir chez vous, et pas seulement parce que la demoiselle est une brute en C#. Et pour ceux ou celles qui trouveraient ce slide sexiste, sachez qu'il y en a pour tout le monde. #diversité. Et comme la denrée rare dans notre métier, ce n'est pas les projets, mais c'est plutôt les devs, ça explique pourquoi beaucoup de boîtes
se battent pour montrer qu'elles font du GraphQL, y compris ma société qui cherche à attirer les meilleurs d'entre vous en utilisant des photos libres de droit. Il y a peu de chances que ça marche, mais on ne sait jamais. Comme GraphQL provoque un super engouement, l'écosystème GraphQL grouille d'initiatives et de bonne volonté. Meetup, projet open source, tutoriel en ligne, support sur Stack Overflow, on ne se sent vraiment jamais seul avec GraphQL. Ça donne envie d'en faire plus, ça donne envie de contribuer soi-même. Ce qu'on a fait d'ailleurs chez Marmelab en publiant des librairies JavaScript pour faciliter le développement de back-office basé sur GraphQL. Je vous invite à aller voir sur notre compte GitHub pour en savoir plus. En tout cas, l'enthousiasme de la communauté GraphQL, le nombre de conversions d'anciens fidèles de REST qui augmente chaque jour, ça c'est vraiment encourageant. Alors, j'ai parfois pris les mots d'un prédicateur pour vous distraire, mais ne vous méprenez pas. GraphQL, ce n'est pas une religion, parce qu'il existe pour de vrai. Je ne vous demande pas de croire à ses forces, je vous demande de les comprendre. Et je fais appel aux faits, pas aux croyances. D'ailleurs, tout n'est pas rose au pays de GraphQL. Sous ses atours blancs comme neige, GraphQL cache certaines faiblesses. Peut-être c'est un péché de jeunesse. GraphQL n'a que 2 ans. Les outils ne sont pas tous matures. Certains font double emploi, comme je vous ai cité Apollo Relay, et on perd du temps à essayer de comprendre lequel est le meilleur. L'aspect GraphQL couvre certains aspects fondamentaux des API, comme la pagination, les filtres, les métadatas, l'authentification. Et puis les outils ils changent très vite, et il n'est pas inhabituel que votre application elle casse suite à une simple mise à jour. Vous trouverez beaucoup de tutoriels en ligne qui sont périmés et qui vendent des pratiques qu'il faut éviter à tout prix. Et les retours d'expérience de GraphQL en production, aujourd'hui, ils se comptent sur les doigts d'une main. Et tant qu'on en est à utiliser des bouquins pour illustrer les problèmes de GraphQL, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer celui-ci. Parfois, le choix du format peut s'avérer malheureux, comme pour ce livre des meilleures vidéos YouTube. Pour GraphQL, l'acte manqué, c'est de ne plus appuyer sur HTTP. En REST, c'était très simple de loguer des requêtes, c'était très simple de faire du cache server-side, de sécuriser une API route par route avec un firewall. Mais GraphQL galère pour faire ces choses-là et on est obligé de réinventer des mécanismes pour résoudre des problèmes qui n'existaient tout simplement pas avec REST. Et ça, c'est quand même ballot. Pour que vous compreniez de ce dont je parle, voici un extrait de log HTTP d'un serveur GraphQL. Et oui, puisque la requête est en poste, pas moyen de savoir quelle est la requête GraphQL qui tombe en erreur. Alors bien sûr, on peut loguer manuellement les requêtes, mais c'est du travail en plus pour les développeurs back. Et puis GraphQL, il ouvre la porte à des attaques auxquelles REST était immunisé. Les attaques de denial of service en particulier. Alors je ne parle pas du distributed denial of service, vous savez, ces attaques où une armée de fours à micro-ondes essaie de faire tomber votre API, mais du simple denial of service où il suffit d'exploiter une petite faille pour faire tomber un service entier, comme de casser une clé dans une serrure pour interdire l'accès à une pièce. Voilà une requête GraphQL parfaitement valide et qui fera tomber le premier serveur GraphQL venu. Je demande seulement une liste de 100 tweets, avec pour chacun son auteur et pour chaque auteur 100 de ses tweets, et ainsi de suite. Si vous calculez bien, cette requête, elle demande 100 millions de noms d'auteurs. Alors on peut se protéger contre ce genre d'attaque, par exemple en mettant une limite à la complexité des requêtes qu'un serveur peut accepter, mais à nouveau, ça demande du temps supplémentaire de la part du développeur back. Les gens de GraphQL, ils ont une solution pour ces problèmes de cache ou de sécurité. Ça s'appelle les persisted queries. L'idée, c'est que le client et le serveur, ils n'échangent plus des requêtes GraphQL, comme en haut, mais des identifiants de requêtes que chacun associe à une requête à partir d'un dictionnaire qui est partagé. Et oui, mais voilà, ça tue l'avantage le plus important de GraphQL, qui était la décorrélation du front et du back, parce qu'avec les persisted queries, vous êtes obligé de synchroniser les releases du front et du back, juste pour avoir le même dictionnaire. Et donc cette solution, oubliez-la, le remède est pire que le mal. Voilà, vous l'aurez compris, en résumé, GraphQL, c'est une arme à double tranchant. D'un côté, ça facilite le travail des développeurs front, et de l'autre, ça complique un peu celui des développeurs back. Et si vous avez compris ça, vous vous demandez peut-être, du coup, est-ce que ça vaut le coup d'y passer ou pas? Et bien en fait, ça dépend. Voilà, tout dépend de votre situation. Mais pour vous aider à y voir plus clair, j'ai préparé un petit test très simple, en 10 questions. À chaque question, vous pourrez répondre avec un doigt de la main droite ou avec un doigt de la main gauche. Vous commencez avec tous les doigts repliés et vous en dépliez un doigt de la main qui correspond à chaque réponse. À un moment, vous serez à court de doigts sur une main et c'est cette main-là qui vous dira si GraphQL est prêt pour vous ou pas. Vous êtes prêts? Alors, juste avant ça, pour ceux qui se demandent, la main droite, c'est celle qu'elle pousse à gauche.
Première question, quel type de device utilisent vos clients? Main droite, usage nomade sur smartphone ou tablette, main gauche, usage sédentaire principalement sur desktop. Deuxième question, est-ce que la performance côté client est importante? Main droite, oui, chaque seconde compte et le revenu est proportionnel à la performance. Main gauche, pas vraiment, l'application est sur une population captive comme pour un back-office par exemple. Question numéro 3, combien de routes à votre API? Main droite, au moins 6, main gauche, pas plus de 5. Question numéro 4, attention, il y a un piège sur l'image. Quelle est la durée de vie de votre API? Main droite, quelques mois, main gauche, au moins 1 an. Non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Main droite, au moins 1 an, main gauche, quelques mois. Je m'y perds. Question numéro 5, quel est le niveau de complexité de votre API? Main droite, vous gérez des relations, des ensembles de ressources, des événements. Main gauche, vous faites surtout du CRUD et très peu de conditions complexes. Question numéro 6, si on a plus complexe des pages clients, combien de persistances sont appelées? Main droite, vous avez plusieurs bases de données, un moteur de recherche full text, une base d'event, des sous-API peut-être, des services en SaaS. Main gauche, votre API REST n'interroge qu'une seule base de données. Question numéro 7, avez-vous des règles de cache complexes? Main gauche, non, vous cachez un peu tout ou rien. Main droite, pardon, non, vous cachez un peu tout ou rien. Et main gauche, oui, en fonction de l'URL, certaines routes sont cachées ou pas. D'ailleurs, il est possible que vous galériez pour vider votre cache sélectivement. Question numéro 8, encore un piège sur l'image. Comment travaillent vos équipes front et back? Main droite, développeurs front et back ont un backlog commun. Main gauche, chaque équipe a une liste de tâches séparées. Question numéro 9, on arrive au bout. Main droite, combien de développeurs front et back en tout travaillent avec votre API? Main droite, au moins 5 développeurs travaillent avec votre API. Main gauche, il y a une petite équipe. Et la dernière, quel est votre type de langage préféré? Alors, j'ai une petite idée sur votre réponse si vous êtes ici. Main droite, vous préférez les langages fortement typés comme Python, Java ou TypeScript. Main gauche, vous êtes plutôt PHP, JavaScript ou Ruby. Voilà, c'est terminé. Normalement, une de vos deux mains a tous ses doigts ouverts. Levez-la pour voir. Les résultats sont contrastés. Regardez les mains de vos voisins aussi, ça peut vous servir pour discuter à la pause. Alors, si vous levez la main gauche, GraphQL vous servira probablement pas à grand-chose. Restez suffisamment bien dans votre cas et vous perdrez plus que vous gagnerez en passant à GraphQL. Si c'est la main droite que vous levez, alors GraphQL est fait pour vous. Plongez. N'hésitez pas, vous verrez, c'est une expérience incroyable. Si vous avez besoin de tutoriels pour commencer, j'ai qu'une seule adresse à vous proposer, le blog de Marmolab. On y a publié une série de 5 articles qui sont pleins de code et de bonnes pratiques et tout ce qu'il faut pour vous mettre le pied à l'étrier. Et quand vous aurez fini votre premier projet GraphQL, je parie que vous n'aurez plus qu'une envie, c'est de recommencer. Je vous remercie. On a le temps pour 1 à 2 questions. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question? Bonjour, vous avez parlé un peu de cache, comment on va le gérer avec du coup GraphQL, étant donné que j'imagine que c'est difficile avec Varnish, étant donné qu'il n'y a qu'une URL de ressources? Oui, c'est un des problèmes qui est aujourd'hui pas complètement résolu. Alors, Facebook dit, nous on n'a pas besoin de cache. Si on a des problèmes de charge, on rajoute 1000 serveurs et tout va bien. Alors, on n'est pas tous Facebook. Donc les solutions qui sont utilisées actuellement, la première c'est de cacher derrière GraphQL, ça veut dire que votre serveur GraphQL, il n'est pas caché, mais tous les résolveurs qui font appel éventuellement à des sous-API, entre les deux, il y a un reverse proxy. La deuxième, c'est de mettre un reverse proxy, mais avec des règles qui sont capables de lire dans la requête GraphQL qui est passée en poste, et en fonction de la requête, de mettre en cache ou pas. Et la troisième solution, c'est d'utiliser les persisted queries. Là, c'est plus simple, puisqu'effectivement, on passe un identifiant de requête et pas une requête, mais je vous l'ai dit, c'est une arme à double tranchant. En résumé, il n'y a pas aujourd'hui de solution aussi simple que ce qu'on faisait avec le Varnish en REST. Bonjour et merci pour la conf. Dans l'exemple que tu as donné tout à l'heure, c'est vraiment un petit détail. Tu demandais à un auteur, donc c'était auteur, dont ton objet
pseudo JSON, et ça renvoyait à un author ID. C'est quand tu commençais à déplier, donc ça m'a perdu en fait. Ça t'a perdu. Ouais, parce que tu demandes un auteur et en fait ton API te renvoyait un author ID. Avant derrière, j'ai bien compris derrière que de là il allait déplier et te retrouver le full name. Parce que en fait, dans ma source de données, les tweets, ils ont un author ID. D'accord ? D'accord. Donc quand je lance le résolveur sur les tweets, il me renvoie ce qu'il y a dans les tweets. Et à l'étape d'après, le résolveur pour le résolveur pour l'auteur, bah, il prend l'information qui a été passée à l'étape précédente. D'accord, j'avais pas vu le résolveur du coup, enfin j'avais Voilà. pas eu le temps de lire. Okay. Merci. Bonjour, ici. Bonjour. Dans les exemples, c'était tout en get en fait. Au niveau des actions métiers, on peut utiliser n'importe quel verbe métier dans les méthodes. Oui, en fait, c'est du remote procedure call. Donc, je les ai appelés getTweet, mais ils peuvent s'appeler tweets dans certains. Ça dépend, tu l'appelles comme tu veux. Il peut y avoir createTweet, il peut y avoir notify, etc. C'est du remote procedure call. Donc là, il y a une liberté totale sur ce qu'on fait. La seule chose, c'est que les requêtes en lecture, en écriture, commencent pas de la même façon. Les requêtes en écriture en GraphQL s'appellent des mutations. Je vais passer ça sous silence. C'est pas beaucoup plus compliqué. Ok, merci. Bon, eh ben merci François. Merci. Et si vous avez encore des questions, peut-être que vous pouvez aller le voir derrière. Ou alors à ceux qui ont levé la main tout à l'heure en disant qu'ils faisaient du GraphQL, si vous vous souvenez.